Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par regarder un nouvel épisode de votre série préférée, la série La Famille tout écran qui nous est proposée par notre partenaire Le Clémy. On découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler, pardon de vous couper, de théâtre classique, oui, mais dans une version novatrice, avec une mise en scène totalement immersive de Hamlet qui vient de se tenir au château de Vincennes à Paris. Je vous en parle tout à l'heure. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Même si de nombreux progrès ont été faits ces dernières années, beaucoup de jeunes arrêtent encore le sport de haut niveau parce qu'ils ne peuvent pas concilier à la fois les études et justement la pratique de leur sport. Il existe pourtant des solutions pour ne pas avoir à choisir entre la poursuite de sa carrière sportive et ses études. Et puis c'est évidemment aussi un sujet d'actualité, vous l'aurez compris, en plein Roland-Garros. On va en parler avec nos invités. Nicolas Inizan, bonjour. Vous êtes en visioconférence aujourd'hui avec nous. Vous êtes le père d'Elijah Inizan, 15 ans, espoir du tennis français qui rentrera en classe de première et qui a concouru d'ailleurs il y a quelques jours à Roland-Garros. On va en parler dans un instant. Vincent Bonnetin, vous êtes en plateau aujourd'hui avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le responsable national des centres fédéraux d'entraînement et des classes fédérales à la Fédération française de tennis. Et Émilie Cormouls-Oulès, bonjour. Vous êtes la directrice du e-campus d'Academia. Ravie de vous avoir parmi nous. On va parler de tout ça ensemble dans un instant, juste après le focus. Pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation des écrans au sein de la famille, Le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La Famille tout écran qui invite évidemment un usage maîtrisé du numérique dans les foyers. On regarde un nouvel épisode. Je vous le dis, chers membres de la famille, aujourd'hui nous allons bousculer une vieille habitude. J'aime bien quand Erwan organise des conseils de famille. On dirait presque des conseils militaires. On sait dire non quand quelque chose va mal et on sait se reprendre en main. Waouh, il sait prendre des décisions. La tablette n'est pas une nounou. Nous ne pouvons pas confier notre enfant à un écran. C'est juste dommage qu'il s'en rende compte trop tard. Jamais. Nous ne lui laisserons la tablette. Juste parce qu'on croit que ça nous facilite la vie. Enfin, trop tard pour toi. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La petite m'a pas loupé. T'as toujours eu le sens du sacrifice. Je vais te dire, je déteste l'art abstrait. On ne laisse pas un enfant seul devant un écran juste pour pouvoir avoir la paix. Sinon, c'est prendre le risque qu'il n'ait plus envie de bouger, qu'il prenne du poids. C'est à coup sûr des troubles de la concentration et du sommeil. Prenez la poussette, un ballon, et hop, dehors. Tablette, je veux faire du dessin avec toi. Au secours! Allez, autre chose à présent. Jeune, étudiant et sportif de haut niveau. Voilà évidemment un statut particulier, statut qu'il est aussi parfois difficile à assumer, à jongler entre ses cours, ses entraînements et puis ses compétitions. Un rythme qui demande un enseignement spécifique et une approche individualisée. Et concrètement, ça ressemble à quoi justement la vie scolaire et personnelle d'un jeune sportif ou d'une jeune sportive de haut niveau? On pose les questions à nos invités tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler en visioconférence et en plateau, Monsieur Inizan, vous êtes le père d'Elijah Inizan, jeune espoir du tennis français, Vincent Bonnetin de la Fédération française de tennis et Émilie Cormouls-Oulès, la directrice du e-campus d'Academia. Émilie, on va commencer avec vous parce que chez Academia, ça fait plus de 20 ans que vous accompagnez des jeunes. Vous venez régulièrement ici en plateau Academia nous parler de tout ce que vous faites. Vous êtes notamment reconnue pour l'étendue de votre réseau d'établissements scolaires un petit peu partout en France. Mais en plus des cours en présentiel que vous proposez et pour lesquels vous êtes notamment connue, votre groupe propose aussi un accompagnement de la scolarité en distanciel, adapté aussi aux sportifs. C'est l'objet de notre émission, vous l'aurez compris. Ça, vous le faites à travers ce qu'on appelle un e-campus Academia. Alors avant que vous nous en disiez plus, je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Inizan. Vous êtes le père d'Elijah, espoir du tennis français, qui fait sa 5e rentrée avec Academia, justement, dans le cadre de ce e-campus en septembre. Elle entrera alors en classe de première. Pourquoi avoir fait ce choix de l'enseignement à distance? Est-ce que ça devenait peut-être trop compliqué pour Elijah, 'Ija, votre fille, de concilier école et sport à haut niveau?
Bonjour. Oui, donc l'important pour nos joueurs, nos jeunes, notamment donc ma fille, c'est d'être fraîche, d'avoir du temps pour son sport et ne pas négliger l'école. Et donc l'Academia nous a paru le meilleur compromis entre la scolarité totalement à distance avec beaucoup d'autonomie et la scolarité en présentiel. Et donc c'est un parfait compromis pour nous. Ça nous permet d'avoir le temps de s'entraîner 2 fois par jour, voire 3 fois, tout en étant suivi par des professeurs, d'avoir Émilie, la directrice, qui nous accompagne depuis le début de son collège. Et nous, on souhaite aller jusqu'au bac comme ça, parce que dans un temps record, elle arrive à suivre le programme de A à Z. Elle peut voyager, elle peut être à l'étranger, suivre les cours, ou voir même les voir en replay. Donc c'est parfait pour nous, et c'est la scolarité qu'elle connaît. Elle connaît que cette scolarité d'ailleurs, puisqu'elle y est depuis la 6e. Bien sûr, et justement, on va en parler avec vous, Émilie. C'est pour répondre justement à ces problématiques que M. Inizan a évoquées, spécifiques aussi aux jeunes sportifs, que vous avez décidé de créer ce e-campus, souhaitant prendre part aussi à la scolarité des jeunes qui ont un parcours et une vie complètement atypique par rapport aux jeunes qui vont dans l'école traditionnelle. Oui, l'idée effectivement c'était de permettre aux enfants de concilier au mieux la réussite scolaire, la performance sportive et également le lien social. Donc nous avons été sollicités par la Fédération française de tennis il y a maintenant un petit peu plus de 4 ans, fédération qui se heurtait justement à la difficulté des jeunes joueurs et joueuses de poursuivre le double projet dans les meilleures conditions possibles. Et nous avons développé ce e-campus en recréant un environnement d'établissement scolaire. L'idée étant de leur aménager un emploi du temps pour qu'ils puissent partir en compétition, en tournoi, comme le disait M. Inizan, l'esprit libre, parce que la scolarité est aménagée par rapport à leurs contraintes. Vincent Bonnetin, vous êtes le responsable national des centres fédéraux d'entraînement et des classes fédérales à la Fédération française de tennis. Des jeunes, vous en rencontrez évidemment tous les jours, et notamment en ce moment sur les cours de Roland-Garros. Ils ont tous ou presque les mêmes sujets et problématiques qu'Elijah Inizan. L'option de l'enseignement à distance est une vraie chance pour eux aujourd'hui? Ouais, c'est quelque chose sur lequel on pousse les familles à s'orienter. Alors après, c'est pas quelque chose de facile, parce qu'en général, justement, les familles, elles ont les habitudes de l'école. Il a fallu communiquer. Mais après, pour nous, c'est indispensable. À partir de, franchement, 12-13 ans, c'est indispensable, parce qu'on est un des sports où on voyage beaucoup, très tôt. J'ai des collègues qui étaient encore la semaine dernière en République tchèque avec des 12 ans. Donc c'est vraiment une orientation, nous, qu'on pousse justement pour pouvoir concilier le double projet, avoir une scolarité réussie et un niveau sportif ambitieux. Ça rend les choses, effectivement, j'imagine, beaucoup plus simples. On va continuer à en parler. Monsieur Inizan, Nicolas, vous avez pensé initialement, avant de penser et de vous pencher aussi vers le e-campus d'Academia, à un cursus qu'on appelait à l'époque sport-études, où ça, c'était même pas compatible avec les activités sportives de votre fille. Nous, déjà, on a la chance d'Elijah, elle est suivie depuis tout jeune par la Fédération française. Donc c'est quand même un luxe pour nous. Donc on voit pas trop l'intérêt d'aller en sport-études à partir du moment où on est suivi par la Fédération française de tennis. Les académies sont dans le sud de la France, nous on est de Bretagne. Donc la question elle s'est jamais posée. Émilie, en quoi une solution justement de soutien à la scolarité comme le e-campus d'Academia est différent du CNED par exemple ? Alors nous, on va, si vous voulez, accompagner les enfants dans chaque niveau d'études sur le programme officiel de l'éducation nationale. Donc on va avoir une dotation horaire qui va être restreinte, qui va permettre d'avoir du champ libre justement pour la pratique sportive. Et nous allons préparer les enfants à la réussite de chaque niveau en fonction des enjeux par classe. Vincent, ces jeunes qui pratiquent du sport à haut niveau, est-ce que malgré tout, ils arrivent à rester motivés du début à la fin de leur scolarité? Effectivement, on comprend que c'est une vraie aide pour eux, une vraie chance aussi pour à la fois concilier les études et leur parcours sportif, mais malgré tout, on comprend que l'emploi du temps ne leur permet pas de toute façon de suivre une scolarité normale, mais ça demande aussi énormément de discipline, de rigueur comme engagement, non? Oui, beaucoup d'autonomie. Après, c'est le rôle des parents aussi quand même. Voilà, on fait des choix. Lorsqu'on s'oriente sur ce type de scolarité, il faut suivre. C'est-à-dire qu'il y a une assiduité, on est en tournoi. Après, c'est ce que je dis, quand on est à l'étranger, les cours sont enregistrés. Donc si par exemple, pendant un match,
on ne peut pas assister à son cours de maths parce qu'il est prévu de 8 à 10 puis qu'on a le match à 9h. Ouais. On peut le regarder le soir. On n'est pas 12 heures sur le cours. Donc, quoi qu'il arrive, on ne prend pas de retard. C'est ça la grosse différence. C'est qu'avant, on partait à l'étranger. Le collège ou le lycée, voire l'école élémentaire, il n'attend pas. Il travaille pendant 2 semaines. Alors que là, on peut assister à tous ses cours, malgré n'importe où qu'on soit dans le monde. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage, je trouve, de cette scolarité. Et on peut le faire en replay, hein, c'est ce que vous Exactement. expliquez. Donc les cours sont enregistrés. Peut-être que Émilie, vous pouvez nous en dire plus. Comment ça fonctionne? L'enseignant, il est devant quoi? Une classe virtuelle? Quand les élèves sont là, il y a une dizaine d'élèves et puis le cours est enregistré. On peut le revoir ensuite quand on n'a pas pu assister à ces leçons? Oui, tout à fait. Nous avons développé une plateforme pédagogique en distanciel qui permet à un groupe classe d'être connecté dans un petit effectif. Les élèves sont maximum 8-9 par groupe, face à un enseignant qui va délivrer, comme je l'ai dit, le programme officiel de l'éducation nationale. Et tous les cours sont filmés et enregistrés au quotidien. Donc ça, c'est aussi notre promesse de départ, de pouvoir faciliter la scolarité des enfants et leur permettre de pouvoir rattraper les cours sans attendre plus d'une semaine pour récupérer les cours auprès de camarades de classe. Là, ils ont leur replay qui remonte dans l'heure qui suit la fin de leur cours. Nicolas, papa d'Elijah, c'est une vraie chance pour vous, pour votre fille aussi. On rappelle que votre fille était ces derniers jours sur les terrains de Roland-Garros Junior avec un parcours exceptionnel, déjà à l'âge de 15 ans. L'avantage d'une solution de soutien à l'apprentissage et à la scolarité comme celle qui est proposée par le e-campus d'Academia, c'est aussi, j'imagine, une vraie flexibilité, on l'a expliqué, on l'a dit, dans l'organisation de son temps, de ses compétitions. Typiquement, qu'est-ce qui s'est passé pour votre fille là? Ces derniers jours, elle était sur les cours de Roland-Garros Junior. Elle jouait, puis le soir, elle rattrapait les cours. Elle arrive malgré tout à entretenir une relation avec ses camarades, avec ses enseignants? Oui, bien sûr, mais il y a même des enseignants qui sont venus la voir jouer au tournoi. Donc, on se connaît depuis longtemps maintenant. Ils l'ont suivi tout le collège. Donc, Elijah, elle est proche de ses profs et ils arrivent à... Enfin, voilà, il y a un suivi depuis de nombreuses années. Donc là, l'année, elle est quasi finie. Donc là, c'est vrai que sur Roland-Garros, elle s'est pas trop concentrée sur les cours pendant 3-4 jours, mais là, c'est reparti. Il y avait cours ce matin et l'année va se terminer avec un maximum de cours suivis, avec le programme qui a été vu de A à Z. Donc pour nous, c'est parfait. Et, moi, je suis enseignant de tennis. J'ai délégué au niveau du tennis. Donc vous vous doutez bien qu'au niveau des études, nous on ne se sentait pas capable de l'accompagner et donc forcément on a délégué avec Academia et Academia le fait très bien depuis maintenant 5 ans et on espère aller comme ça jusqu'au bac. Et c'est une vraie chance effectivement pour tous les jeunes sportifs de haut niveau. Ce que je vous propose à tous les trois, c'est qu'on continue à en parler effectivement dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Young Frenchie, 808.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités Nicolas Inizan, Vincent Bonnetin et Émilie Cormouls-Oulès, la directrice du campus Academia e-Campus. Juste avant de reprendre nos discussions tous les trois, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une pièce de théâtre mise en scène de façon immersive et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'une adaptation du chef-d'œuvre de Shakespeare, Hamlet, qui était visible en plein cœur du château de Vincennes, juste à côté de Paris. Ou devrait-on dire plutôt le château de Helsingfors, puisque c'est le titre de cette pièce montée par le metteur en scène Léonard Maton dans une version 100% immersive encensée par la presse au cœur du château médiéval de Vincennes. Son donjon, son chemin de ronde, sa salle du conseil y sont autant de décors où le spectateur évolue en même temps que les acteurs pour y suivre les péripéties d'Hamlet, prince du Danemark. La pièce, qui dure à la base 6 heures, était ici condensée en 1h45 et éclatée en plusieurs parcours que les spectateurs peuvent décider ou non de suivre, selon qu'ils préfèrent bien passer du temps avec les beaux yeux d'Ophélie ou avec le méchant Polonius, le tout étant évidemment guidé par le fil rouge qu'est le personnage Hamlet. Alors, quand on regarde effectivement les images, Jeanne, ça paraît très cinématographique. Est-ce que c'est une spécificité du théâtre immersif ? Alors, la spécificité du théâtre immersif, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire, c'est d'être à la croisée, en effet, du théâtre avec cette importance du texte et du corps vivant de l'acteur, mais aussi d'être proche du jeu vidéo avec ses tiroirs narratifs ou encore du cinéma avec sa proximité vis-à-vis des acteurs, ses hors-champs et son intimité. Ça correspond en tous les cas à un mouvement de fond qui traverse plusieurs formes culturelles, comme le décrit le metteur en scène Léonard Maton, que j'ai eu la chance de pouvoir interroger. Je crois juste que les spectateurs et spectatrices d'aujourd'hui, avec le jeu de rôle des années 70, le livre dont vous êtes le héros des années 80, le jeu vidéo, évidemment, et puis les mondes ouverts comme ça qui s'ouvrent de plus en plus, les gens sont tout à fait prêts à accueillir ça, à accueillir ces formes qui, jusqu'à présent, étaient considérées un peu comme élitistes. Le théâtre immersif, donc, il vient dans une volonté d'accessibilité plus grande du théâtre, mais aussi dans un contexte culturel où on souhaite donner une place de plus en plus importante aux spectateurs. Qui ne se reflète pas que dans le théâtre ? Qui se reflète un peu partout et notamment à travers la technologie qui va permettre à la télé, par exemple, avec certaines compétitions sportives dites immersives, pour le spectateur de suivre, de choisir telle ou telle caméra. Au cinéma en VR aussi, évidemment, où le spectateur il va être directement intégré à l'intrigue ou aux pièces chorégraphiques, imaginons celle de Biancali, en VR aussi, où le spectateur il va être amené carrément à danser avec les professionnels. C'est en effet une tendance que le théâtre lui-même n'entend pas ignorer. Alors, pour revenir au théâtre immersif, justement, Jeanne, est-ce que ça peut fonctionner avec n'importe quelle pièce ou pas du tout ? Alors, c'est pas un hasard si Léonard Maton, il a choisi Shakespeare. Shakespeare, c'est un créateur de monde, nous dit le metteur en scène. Que l'immersion dans le château de Vincennes à la nuit tombée, notamment pour le duel final qu'on voit en pleine cour, rend extrêmement marquant, mais aussi parce que Shakespeare, il fait appel au système scénographique élisabétain, et notamment à ce lieu londonien célèbre, au bord de la Tamise, qui est le Globe Theatre. En fait, avec sa scène qui avance au milieu des spectateurs, les galeries, le parterre qui entoure la scène, une absence aussi de lumière artificielle, ça permet une immersion beaucoup plus grande que dans nos théâtres classiques français, et ça va rendre aussi chaque réaction du public immédiatement perceptible pour les acteurs qui sont en train de jouer. Et c'est sans doute d'ailleurs par hasard si cette forme immersive du théâtre, elle a notamment pris naissance à Londres avec une compagnie qui s'appelle Punch Drunk et un spectacle qui s'appelle Sleep No More, qui est lui-même adapté aussi du théâtre de Shakespeare. Alors, ce qu'on peut se demander aussi, Jeanne, c'est est-ce qu'on réussit à rester concentré sur le texte tout en marchant, en montant les escaliers ou en se cognant éventuellement dans un autre spectateur ? Alors, au contraire, même si évidemment il peut y avoir un peu des retours au réel parfois brutaux, ça fait au contraire reprendre un contact de proximité avec l'œuvre qui s'était peut-être au fil du temps de l'histoire un peu distendue, qui aujourd'hui crie, pleure, hue, encense dans le public comme on le faisait à l'époque de Shakespeare. Et ce phénomène d'éloignement, il est évidemment multifactoriel, mais Léonard Maton en donne une explication singulière que j'aimerais qu'on écoute. Je crois que la rupture, en fait, elle a eu lieu parce qu'il y a une invention technologique qui est due à l'électricité, qui est le projecteur. D'un seul coup, s'est installé le quatrième mur, un quatrième mur qui a isolé la scène de la salle étant
à ce moment-là, en tout cas, plongé dans le noir, et où les spectateurs ont disparu quelque part. Alors maintenant, tout l'enjeu du théâtre immersif tient dans sa qualité, et puis ce défi qui est de ne pas perdre le texte, qui est de ne pas perdre le sacré ou le fait de faire société pour le théâtre. Le défi est largement relevé par cette version de Hamlet, dont les représentations ont été données, mais consolez-vous, la prochaine pièce de cette compagnie, de la compagnie de Léonard Maton, sera visible au Palais Royal à partir du 16 août. Ça s'appelle Le Fléau et c'est une autre adaptation immersive de Shakespeare. Et ben voilà, moi je sais ce que fait le 16 août. On ira ensemble. Jeanne, merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. Et puis nous, on continue à parler justement jeunes sportifs et études dans un instant dans la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec nos trois invités. Vincent Bonnetin de la Fédération française de tennis, Nicolas Inizan, le père d'Elijah Inizan et sport du tennis français, et Émilie Cormoul-Soulès, la directrice du e-campus d'Academia. Vincent, je vais reprendre nos échanges avec vous. Elle est souvent appelée petite mort, parce qu'elle est responsable bien souvent d'un arrêt brutal de la compétition et parfois même d'une carrière. Je parle d'une blessure, d'une non-sélection, d'échecs parfois aussi. Et tout s'écroule d'un seul coup. Est-ce que le fait justement d'avoir été au bout de ses études, là on parle du baccalauréat notamment avec Elijah Inizan, mais est-ce que aller au bout de ses études et notamment de ses études supérieures permet aussi d'envisager un petit peu plus facilement une éventuelle reconversion si un jour on en a besoin? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous poussez les jeunes en tout cas talent français, Nous, on pousse le double projet le plus longtemps possible. On ne veut surtout pas d'arrêt de la scolarité, parce que, comme vous dites, tout peut s'arrêter suite à une blessure. Après, je pense que l'expérience du haut niveau fait qu'en général, quand on se reconvertit, il n'y a pas de souci, parce qu'on a cette idée de réussite, de dépassement de soi. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens qui ont subi un arrêt, on n'a jamais eu de souci. On a mis aujourd'hui une plateforme socio-pro avec un vrai suivi de la fédération. C'est Alexandra Fusé, qui est une ancienne sportive de haut niveau, qui a été 30e mondiale, qui s'occupe de ça. Et on a un vrai suivi post-bac justement pour cette reconversion. Aujourd'hui, c'est plutôt une réussite et on est une des rares fédérations à avoir mis ça en place et ça fonctionne très bien. Et donc, c'est effectivement à saluer. Et ça nous permet de rebondir avec vous, Émilie, directrice du e-campus Academia. Il faut aussi qu'on parle de quelque chose d'assez paradoxal. En France, bon nombre de jeunes sportifs arrêtent la compétition à cause de la lourdeur de leurs études, souvent incompatible avec leur engagement sportif. Peut-être que ça se passe quand ils ne connaissent pas encore le e-campus d'Academia. Mais à l'inverse, un nombre tout aussi important de jeunes futurs champions n'ont pas de baccalauréat. Quel est le conseil aujourd'hui que vous donnez aux jeunes sportifs qui nous regardent éventuellement, qui souhaiteraient exercer une pratique sportive de haut niveau en même temps que leurs études? Est-ce que vous leur dites que c'est possible et que c'est effectivement, comme l'a dit Vincent, essentiel de continuer à la fois ses études et la pratique sportive? Oui, je leur dirais que c'est tout à fait possible et la réussite du e-campus en est un témoignage. C'est vrai que cet établissement a été créé il y a 4 ans maintenant et nous avons des inscriptions qui doublent d'année en année. Donc on a 100% de réussite au baccalauréat aujourd'hui avec une orientation aussi qui est réussie. C'est ça qui est extrêmement important. Comme le disait Vincent à juste titre, nous avons la chance de travailler avec la direction technique nationale sur le choix des orientations post-bac et sur la possibilité aussi de poursuivre des études et de continuer le sport après le baccalauréat. Donc je leur conseillerais vivement de nous contacter pour qu'on puisse discuter de la scolarité, de la possibilité et de la nécessité de poursuivre le double projet. Nicolas Inizan, votre fille, elle va rentrer en classe de première. On l'a dit, c'est la 5e année qu'elle suit ses cours avec notamment le e-campus d'Academia. Quand elle va passer les épreuves du bac, donc on le comprend l'année prochaine, elle va les passer en tant que candidat libre. Comment ça se passe concrètement pour elle quand on suit un enseignement à distance, notamment avec Academia? Écoutez, là, vous aurez certainement dû poser la question à Émilie. Je pense que ça va se passer comme un élève classique. Simplement, il sera en candidat libre et il ira participer aux épreuves. Voilà, mais je pense que... Elle sera candidate scolaire. Candidate scolaire, donc comme un candidat libre avec un statut un petit peu particulier, j'imagine. Elle sera en candidate scolaire parce qu'elle est rattachée au CNED, son établissement officiel. Nous sommes accompagnateurs de sa scolarité, donc elle sera candidate scolaire et passera son baccalauréat comme n'importe quel enfant qui suit une scolarité en établissement public ou en établissement privé sous contrat de l'éducation nationale.
Comme n'importe quelle lycéenne. En chiffres aujourd'hui, Émilie, qu'est-ce que ça représente le e-campus? Vous avez combien d'élèves inscrits? Alors, cette rentrée 2023-2024, nous étions à 160 élèves, de la classe de CM1 jusqu'à la classe de terminale. Et pour la rentrée prochaine, nous avons dépassé la barre des 200. Donc, je pense qu'on va se rapprocher des 210-220 élèves. Vincent, dans quelques jours seulement commenceront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il y a peu, c'était, et c'est encore en ce moment Roland-Garros et Roland-Garros Junior. Et en même temps, on presse de tous ces très beaux événements sportifs qui font l'actualité en France. Il y a aussi les épreuves du baccalauréat. Dans un cas comme celui-ci, est-ce que vous diriez que les élèves qui sont justement, et c'est l'objet de notre émission, à la fois sportifs et élèves, sont un peu, quelque part, laissés pour compte? C'est difficile quand on est jeune. Je prends le cas d'Elijah, si elle était en train de passer son bac cette année, en même temps d'accomplir tout ce qu'elle a accompli à Roland-Garros Junior, faire un choix, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est même possible de décaler éventuellement, dans des cas exceptionnels comme ceux-là, les épreuves de baccalauréat? Est-ce que le ministère est compréhensif, à l'écoute? Oui, enfin nous on a eu plusieurs cas comme ça. C'est vrai que souvent on a réussi à décaler. Je donne l'exemple d'Arthur Fils qui sort aussi des classes fédérales, qu'aujourd'hui on a pu voir à Roland-Garros, qui a eu son bac. On peut décaler au mois de septembre. C'est-à-dire que là, on voit Roland-Garros, forcément ça prend du temps. Là, ce serait compliqué de réviser alors qu'on est sur une épreuve majeure. Pour eux, c'est l'événement de l'année. Bien sûr. Donc, à partir du moment où on est listé ministériel sur la liste des ministères des Sports comme sportif de haut niveau, après, voilà, il faut travailler en amont et il faut demander un décalage. Et nous, on n'a pas eu de soucis là-dessus lorsqu'on a des sportifs listés relève pour justement qu'ils passent leur bac à un autre moment. Parce que là, ça serait effectivement compliqué pour les révisions, honnêtement. Vous me parliez de ce qui se passe à l'étranger tout à l'heure en préparant l'émission. À l'étranger, bon nombre de pays, d'entraîneurs aussi que vous rencontrez, vous dites, mais en fait, nous, on n'a pas vraiment ces sujets d'enseignement à distance parce que dans le programme scolaire adapté à ces jeunes sportifs, en fait, la moitié de la journée est dédiée à des cours et puis l'autre moitié à la pratique du sport. Est-ce que la France est, vous l'estimez, un petit peu en retard sur le sujet? C'est sûr qu'au niveau scolarité, on est un peu à part, honnêtement. J'aime bien parler d'une tournée que j'avais fait en Croatie pendant 3 semaines, où c'était l'après-midi, j'étais avec des jeunes de 12-13 ans. Et il y avait un stade d'athlètes qui était rempli de 1200 personnes. Il y avait des gens de 70 ans et des petits de 7-8 ans qui couraient jusqu'au couloir 8. Et ça m'a interpellé. J'ai discuté avec Ivan Lubitschik qui travaille avec nous aujourd'hui. Et il me dit, mais de toute façon, nous, tout le monde fait du sport l'après-midi parce qu'on n'a jamais eu cours l'après-midi. Donc depuis qu'on est né, parce que voilà, c'est ancré, 3 millions d'habitants, la Croatie, j'aurais dit, mais il y a eu toi, 3e mondial, Silic qui a gagné l'US Open, vous êtes champion du monde de hand, vice-champion du monde de foot. Voilà, c'est une culture sportive et ça fait du sport tout le temps, alors que nous, c'est compliqué parce qu'on peut faire du sport à 17h, du lundi au vendredi, souvent, c'est à partir de 17h. Puis pour les familles, c'est un peu la course. Donc, c'est pas simple, surtout si on a plusieurs enfants. Mais c'est aussi un sujet de santé publique. Oui, tout à fait. Dans la pratique du sport, effectivement. Bon, merci en tout cas pour ce petit tour du monde que vous nous avez proposé. Et c'est intéressant. Et puis j'espère que, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez aussi, tous les trois, pousser justement la pratique du sport, allier études et pratique sportive à haut niveau, des cours particuliers digitaux, vous l'aurez compris, qui représentent un atout considérable pour ces jeunes sportifs de haut niveau qui suivent une scolarité à distance, notamment, et entre autres avec le e-campus d'Academia. Merci encore à tous les trois. Nicolas Inizan, vous êtes le papa d'Elijah Inizan, à qui on souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci à vous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Vincent Bonnetin de la Fédération française de tennis, merci aussi d'avoir été parmi nous en plateau aujourd'hui. Émilie Corboul-Soulès, la directrice du campus d'Academia. Merci à tous les trois pour ces échanges passionnants. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, on se retrouve dès 12h30 et dès demain sur School TV. Bonne journée.